Bonjour Hubert Krivine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à cet échange qui s'inscrit dans le cadre des travaux que mène la CGT actuellement sur l'intelligence artificielle. Et c'est un sujet sur lequel vous travaillez vous-même depuis plusieurs années. Oui. Vous avez publié en 2021 un ouvrage intitulé « L'intelligence artificielle peut-elle penser ?» et au sein duquel vous revenez sur un certain nombre de constats et problématiques. Au préalable, quand même, je vous présente, vous êtes physicien et universitaire, et c'est à ce titre notamment que nous vous invitons aujourd'hui pour votre éclairage, dirais-je, sur ces questions d'actualité. Donc, dans votre ouvrage, vous distinguez deux grands types d'intelligence artificielle, l'intelligence faible, qui concerne des programmations, des algorithmes qui sont cantonnés à la résolution d'une seule tâche technique et non à la résolution de n'importe quel problème. Et l'intelligence artificielle forte qui serait inspirée par les neurosciences et par la théorie de la singularité, qui est une approche, je cite, qui relève d'une anticipation de ce qui pourrait être une intelligence artificielle apprenante poussée à son degré maximum d'autonomie. Donc on voit, cette distinction est opérée à travers les apprentissages que pourraient réaliser les machines ou pas, supervisés dans le premier cas, non supervisés dans l'autre. Et entre ces deux versions, il y a une version intermédiaire dont on voit certaines applications déjà aujourd'hui avec l'usine du futur ou bien pour les travailleurs qui sont accompagnés par les machines, de plus en plus d'extraction de données mesurant leur performance, leur rendement, etc. Donc par rapport à cela, on va commencer par une question assez simple pour ouvrir le champ, même si la question est nécessairement... Enfin, la réponse, est nécessairement compliquée. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça change aujourd'hui ? Il y a quelque chose qui est bien connu et qui a été dit par Pierre Dac, je crois, c'est que l'art de la prévision est difficile, surtout en ce qui concerne le futur. Qui aurait prévu que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1450 aurait abouti à toutes les conclusions qu'on sait. Et pourtant, les buts de Gutenberg étaient très, très modestes. Il fallait répandre la connaissance de la vraie religion auprès des mécréants, pas plus. Bon, et on a vu les résultats. Donc, pour certains qui ne veulent pas insulter l'avenir et les profits éventuels qu'il peut générer, on prend beaucoup cet exemple en disant, vous voyez, comme il y a eu un développement exponentiel des applications de l'imprimerie, de la même façon, on va connaître ça avec l'intelligence artificielle. Et demain, peut-être, pour le meilleur ou le pire, on aura une forme d'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire émulant le fonctionnement d'un cerveau humain. Bon, d'autres restent sceptiques, dont moi, évidemment. Il y a une question qui se pose, c'est comment peut-on expliquer que les plus grands noms de ces développeurs, des développeurs de cette discipline, s'opposent ouvertement et publiquement. C'est curieux quand même, sur la place publique. Bon, si on peut faire abstraction, et c'est pas facile, des intérêts économiques en jeu, il semble qu'on doit considérer une spécificité de l'intelligence artificielle qui la distingue de toutes les découvertes précédentes. Jusqu'à présent, l'humain comprenait comment les machines qu'il avait créées marchaient, jusqu'à la machine à vapeur. Mais l'arrivée de l'électricité va changer la donne. Qui comprend comment marche un téléphone portable, voire un poste de radio? Mais on se rassurait quand même, parce qu'au moins, les concepteurs de ces appareils comprenaient, eux, comment ça marchait. Maintenant, c'est plus le cas. Dans une large mesure, les concepteurs de l'IA avouent ne pas dominer leur propre production. Alors, si on ne sait pas ce qu'elle peut, tout peut être possible. Et c'est ça une des raisons, disons, de l'inquiétude. Alors nous ne croyons pas que tout est possible. Et c'est ça que peut-être en discutant, je vais essayer d'expliquer. Vu vos propos, on va peut-être s'interroger sur ce que ça changera demain dans les perspectives que vous commencez à évoquer à présent. Oui, c'est juste. Pourquoi je crois qu'on ne peut pas tout attendre? C'est parce que l'IA fonctionne essentiellement par induction. Qu'est-ce que ça veut dire l'induction? L'induction, c'est l'idée que si une propriété est vraie n fois, elle le sera n plus une fois. Exemple, les journées durent 24 heures et puis elles continuent, elles durent toujours 24 heures. Autre exemple, vos parents ont vécu jusque-là 20 000 jours, ils vivront un jour de plus et vous aussi, etc., etc. Bon, on sait bien que c'est pas une démonstration. C'est pas parce que ça a lieu n fois que ça a lieu n plus une fois. Bon,
N'empêche que, en d'autres termes, ça ne devrait pas marcher. Pourquoi ça ne devrait pas marcher? Parce que tout événement est lié d'une façon ou d'une autre à son histoire et au contexte. Et comme l'histoire et le contexte sont singuliers à chaque fois, l'induction ne peut pas opérer infiniment, parce qu'à chaque fois, il y a des choses qui sont différentes. De ce point de vue-là, il faut faire attention. Il faut distinguer les sciences dures des sciences humaines et sociales. Dans les sciences dures, on peut considérer qu'à la rigueur, l'étude de l'atome d'hélium est le même maintenant qu'il était il y a des milliers et des milliers d'années. Que l'hélium a toujours existé, ce qui n'est pas vrai entre parenthèses, mais enfin pendant des milliards d'années c'est vrai, et il existera toujours. Dans les sciences humaines, on ne peut pas du tout dire ça, ça n'a aucun sens. Tout est en perpétuelle interaction. Donc je suis très sceptique sur l'utilisation de l'induction dans les sciences humaines. Deuxièmement, ça c'est une chose sur laquelle on n'insiste pas assez, l'évolution est dominée par le rare, par l'exceptionnel, et pas par la routine. Bon, c'est vrai de l'évolution des choses. Nous ne serions pas ici, vous et moi, s'il n'y avait pas une collision de la Terre avec Theia, il y a 4 milliards d'années, qui va créer la Lune, qui est un événement absolument apocalyptique et qui va permettre de stabiliser les climats. Enfin, je ne veux pas insister là-dessus, mais c'est un événement exceptionnel qui fait qu'on est là. De la même façon, la disparition des dinosaures, c'est un événement exceptionnel qui fait qu'on est là, sinon nous discuterions entre dinosaures. Bon. Donc c'est le rare qui domine l'évolution, et quand vous faites de l'intelligence artificielle fondée sur l'induction, dans vos bases de données, le rare est peu présent, par définition même de ce qui est rare. Donc un des moteurs de l'évolution, donc des perspectives, est largement absent, disons, des données de l'IA. Donc ça c'est une première raison. L'appel au big data comme source de connaissances pour l'avenir signifie que tout ce qui viendra est déjà advenu ou est très proche d'être déjà advenu. Mais il faut faire attention, le tout, c'est pas tous les événements, c'est le tout répertorié sur le net, c'est-à-dire une fraction dérisoire de ce qui se passe dans le monde. Donc l'IA n'a pas accès, et c'est ça qui va servir de base au raisonnement inductif de l'IA. Donc est exclu ce qui ne s'est jamais ou très rarement produit. Troisième raison, une théorie ne résulte pas de l'accumulation des datas. Ça, c'est une naïveté. Il y a une très jolie citation de Poincaré qui dit « On fait la science avec des faits comme on fait une maison avec des pierres, mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. » C'est joli, ça. Bon. Donc, naïf de croire qu'on accumule. Bon. Quatrième raison, et là j'assisterai peut-être si tu me le permets, la carte n'est pas le terrain. Alors, c'est quoi la carte ? Si tu regardes un terrain, c'est très très compliqué de regarder. Quand un homme regarde vraiment un terrain, il y a énormément de choses dedans. Il y a les arbres, les fleurs, les animaux, le terreau, le paysage, sa beauté, sa poésie, son odeur, les souvenirs qu'il t'évoque, etc., etc. Donc rien que la notion de terrain est infiniment plus que la carte géographique. Bon, et de la même façon, je ne vais pas développer ça, mais la carte génétique ne détermine pas l'individu, il détermine une fraction des propriétés de l'individu, mais ne détermine pas complètement l'individu. Donc tout ça, c'est un peu des naïvetés. Or, l'IA est fondée quand même sur l'examen des cartes. Donc, en gros, pour conclure, l'exploration des big data, seule possible par l'IA, n'est pas celle infiniment plus riche de l'univers. Je pourrais multiplier les choses. Bon. Alors pourtant, l'induction, ça marche. Pratiquement, on raisonne beaucoup par induction. Le raisonnement primitif de l'induction, c'est jamais 203. Ou bien c'est Chirac qui dit les emmerdes arrivent toujours en escadrille. Enfin bon, bon. Parce que quand je dis que l'IA suppose toutes choses égales par ailleurs, en un certain temps et dans certains domaines, il est vrai que toutes choses sont égales par ailleurs. Ça dépend ce que tu étudies. Si tu étudies des phénomènes de physique nucléaire, par exemple, ça varie très vite en quelques milliardièmes de seconde. Donc c'est jamais... Mais par contre, si tu étudies l'histoire, ou la sociologie, ou les maladies, ou des choses comme ça, tu as beaucoup plus le temps de considérer que les choses peuvent se répéter telles quelles. Donc l'IA, là-dessus, peut être terriblement efficace. Alors, qu'est-ce que c'est que ChatGPT ? C'est un modèle de langage capable de générer du texte à la demande, en utilisant une IA sophistiquée. Alors la question qu'on peut poser, c'est ChatGPT peut-il alors créer du réellement nouveau,
et pas une ressuscité de l'ancien. Puisqu'on a vu que l'induction, c'était bon. Alors, c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que c'est qu'un texte nouveau? C'est, par définition, c'est une lapalissade, c'est un texte qui n'a jamais été écrit. ChatGPT peut le faire. On peut peut-être parler aussi de l'intelligence artificielle au global. ChatGPT, c'est juste une forme un peu particulière. Sur justement les limites de l'intelligence artificielle. Et peut-être pour faire le lien avec le titre de l'ouvrage sur lequel on s'est appuyé pour vous inviter, c'est l'intelligence artificielle peut-elle penser? Oui. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence de l'IA? Ça, c'est une bonne question, elle est très difficile. L'intelligence, c'est un vrai serpent de mer. C'est une question qui a bouleversé et intéressé bien des philosophes. Si on prend les plus vieux, il y avait Descartes, il y a Pascal, et ensuite bien d'autres, évidemment. Pascal déjà fait une distinction amusante entre, je ne sais pas si tu te souviens, l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Oui. L'esprit de géométrie, c'est un esprit qu'on pourrait juger cartésien, logique, rationnel, et l'esprit de finesse, c'est le flair, en quelque sorte. Bon. Et il dit que les deux sont indispensables à un chercheur, et ça, il a tout à fait raison là-dessus. Je crois que les machines ne sont pas intelligentes. Elles n'ont pas la réponse à toute modification d'environnement. Si tu joues une partie de Go, c'est l'exemple typique de l'intelligence de la machine, et qu'il y a un incendie quelque part avec une odeur de brûlé, l'être humain qui joue la partie de Go contre la machine va s'en aller, pas la machine, c'est pas prévu, ça. Bon. L'intelligence, pour moi, c'est quelque chose qui tente de répondre à un problème. Mais c'est la pensée non prisonnière de finalité ou de réalisme qui en est à l'origine. Le domaine d'intervention de la pensée est donc un terrain mouvant, anarchiste, irresponsable, non hiérarchisé, qui concerne aussi bien les rêves, les désirs, l'intuition, la curiosité et l'appétence. Ça, c'est la pensée. C'est un truc no border. Bon. Bref, des sujets qui sont pas ou difficilement quantifiables, dont le cerveau est le siège, et c'est très étudié par les neurosciences, qui tentent d'en préciser les airs. Bon. L'intelligence irrationnelle doit bien exister, mais enfin, elle n'est pas recommandable. Par contre, pour la pensée, il y a ce qu'on pourrait bien appeler une fécondité de l'irrationnel. Et quand tu regardes l'opinion d'une série de mathématiciens et de physiciens, d'ailleurs, à qui on pose la question « Comment vous avez trouvé ça ?», ils vous racontent des histoires invraisemblables. En prenant son petit déjeuner le matin, il a vu une feuille, etc. Enfin, ça n'a rien à voir avec... bon, et ça, moi, ça m'intéresse bien, parce que c'est bien comme ça que c'est arrivé. Donc, je vois très mal l'IA pour pouvoir susciter ça. C'est pas du tout... Si vous voulez, derrière les illusions qu'on sait sur l'IA, il y a l'idée que toute pensée est un calcul. C'est pas vrai, ça, je crois pas. On peut se demander pourquoi on discute de ça, finalement. Parce qu'en fait, il y a énormément d'argent qui est dépensé dans l'intelligence artificielle de façon indécente, je dirais, par rapport aux perspectives réalistes qui sont ouvertes. Et avec toutes sortes d'hypocrisie, le mieux, c'est Musk qui fait des appels pour qu'on stoppe tout et qui en même temps développe son XIA. Bon. L'hypocrisie est dans tous les domaines. Et on peut se demander quand est-ce qu'on nommera Elon Musk comme chargé de surveiller la moralité de l'IA. On a bien nommé le sultan Ahmed Al-Jaber, ministre de l'Industrie des Émirats Arabes Unis, et PDG de la compagnie pour présider la COP28. Enfin, tout ça, le monde est à l'envers. Autre exemple que j'ai cité, le général émirati Ahmed Nasser Al-Raïs, visé par plusieurs plaintes pour torture en France et en Turquie, a été élu à Istanbul président d'Interpol. Bon, je sais pas... Écoutez, je vous propose de conclure. Merci beaucoup Hubert Krivine pour vos interventions et tous vos enseignements, parce que quand même vous nous avez apporté beaucoup de matière et beaucoup à réfléchir de la part de philosophes déjà pour certains anciens, et pas que des philosophes d'ailleurs, un certain nombre de grands penseurs. Et vous permettez de faire le lien avec l'intelligence artificielle, ce qui permet aussi peut-être de replacer le sujet là où il devrait être, c'est-à-dire à la fois un sujet technique et son imbrication, on va dire, sa combinaison avec le monde social actuel. Bon. Merci beaucoup. Voilà.
Et vous êtes bienvenue évidemment à notre colloque qui se tiendra le 22 novembre à la CGT et ce sera dans l'espace de la Confédération. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Au revoir.